Je m'appelle Karen Perronin, je suis la responsable des masters spécialisés à l'école des ponts ParisTech. Et donc nous sommes présents sur le BIMworld et sur le salon Solutions Bas Carbone depuis plusieurs années. Et cette année, nous avons voulu en fait proposer plusieurs conférences de thèses professionnelles, donc de travaux en fait de mastériens sur des thématiques entreprises et des thématiques métiers articulées par rapport à différents programmes. Nous avons maintenant notre master spécialisé immobilier et bâtiments durables, dont le directeur est Dominique Naert, et qui vous présentera avec ses mastériens des travaux de thèse professionnelle. Donc écoutez, merci encore d'être là et je vous souhaite une très bonne séance. Merci. Merci Karen. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je vois plusieurs mastériens, anciens mastériens et mastériennes qui sont présents. Et la promotion de cette année qui, évidemment, va venir un petit peu se renseigner pour savoir comment ils vont faire l'année prochaine pour faire la même chose, c'est-à-dire une présentation de leur thèse devant le public. Bien, bienvenue donc à cette conférence de thèse professionnelle du Master Exécutive spécialisé immobilier, bâtiment durable, transition carbone et numérique de l'école des ponts ParisTech. Alors les thèses professionnelles sont rédigées à la fin du cursus de formation des masters, après une formation qui se déroule sur une année civile entière, donc à savoir 11 semaines de formation. Les thèses professionnelles sont soutenues en juin ou en septembre. Ce sont donc 4 thèses professionnelles soutenues en 2021 que j'ai l'honneur de vous présenter cet après-midi. Créé en 2011 dans le contexte du Grenelle de l'environnement, le MSIBD, donc Master spécialisé immobilier bâtiment durable, MSIBD, ce sera plus facile, est centré sur les performances énergétiques et environnementales. Il s'inscrit dans le bouleversement des cours en cours de processus de construction, de la rénovation, de la gestion de l'immobilier et du bâtiment. Innovation technologique, organisationnelle, financière, le BIM, évidemment. Tout à l'heure, on aura effectivement 10 conférences sur le BIM et le Big Data. Il est accrédité en France par la Conférence des grandes écoles, qu'on appelle plus communément la CGE, et au niveau international par la RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors. La principale organisation professionnelle mondiale. C'est la première formation entièrement dédiée à l'immobilier et au bâtiment durable que la RICS accrédite en Europe. Aussi, les nouvelles pratiques professionnelles sont au cœur de la problématique du MSIBD. Il ne s'agit pas pour nous, comme le font de nombreuses formations immobilières, de maîtriser les pratiques business as usual et d'ajouter quelques compléments sur le développement durable et l'environnement. Le master est une des rares formations en Europe à articuler la culture de l'immobilier, fondée sur la finance et le droit, et la culture du bâtiment, basée sur l'architecture et les sciences de l'ingénieur. J'ai donc retenu 4 conférences qui sont consacrées à 4 thèmes d'actualité. Chaque thèse sera présentée en 10 minutes. La première aura pour objet l'incidence de la RE 2020, Réglementation environnementale 2020, sur la construction de maisons individuelles. Elle sera délivrée par Ludovic Boursier, directeur du secteur Pays de la Loire de chez Point P. Il effectuera un travail de pédagogie et nous fournira les clés de cette nouvelle réglementation appliquée à la maison individuelle, secteur qu'il connaît bien en Pays de Loire. Ensuite, Gaël Jacquet, chef de projet immobilier expert à la direction de la construction de la RIVP. Vous connaissez la RIVP, hein, alors c'est Régie immobilière de la ville de Paris. Nous expliquera la démarche qu'elle met en œuvre à la RIVP sur le réemploi des matériaux de construction dans les bâtiments de logement. Une démarche qui va se décliner partout puisque les matériaux de réemploi comptent pour 0 dans le calcul de l'indice carbone
calculés lors de l'analyse du cycle de vie d'un bâtiment. Puis Ange Segla, architecte des PLG, chargé de la prescription et des études techniques vitrage bâtiment chez Saint-Gobain, nous montrera toute la chaîne de valeur qui doit permettre le recyclage et le réemploi des vitrages démantelés. Et pour conclure, Karine Trebatiki, directrice de la gestion d'actifs immobiliers chez SCOR Investment Partners, nous montrera, moi j'ai dit le cahier des charges, elle me dit non, j'ai pas été jusque-là, mais vous allez voir qu'elle a été assez loin, du réemploi des gros équipements techniques dans le bâtiment tertiaire à l'usage de bureaux. Ludovic, à toi. Bon, autant vous dire que c'est une vraie gageure pour moi de présenter une thèse professionnelle qui a fait 160 pages en 10 minutes, bon, en un quart d'heure, je vous le dis tout de suite. Je vais vous présenter en fait un extrait de cette thèse et je vais essayer de faire un tout petit peu de pédagogie autour de la RE 2020, sujet beaucoup discuté mais pas forcément toujours connu, donc je vais essayer de vous le faire sous un angle un petit peu pédagogique, sachant que je ne suis pas ni archi ni ingénieur de formation. Ce sujet s'inscrit parfaitement dans l'actualité, notamment de la stratégie nationale bas carbone, qui est un peu la feuille de route en termes de décarbonation de la France, étant donné que l'idée c'est d'arriver à une quasiment être net production carbone en 2050 dans le secteur de la construction. Et donc la RE 2020 est un outil qui va nous y amener. Alors tout d'abord, on va traiter ce sujet en 3 thèmes. La raison d'être de cette réglementation environnementale, les principaux apports, c'est ce que je vais le plus détailler, et une slide de conclusion. La RT 2012, vous la connaissez peut-être, en fait elle nous a apporté 3 choses. Elle nous a apporté en fait le traitement du confort d'hiver, confort d'été, et on va dire la frugalité en termes d'énergie. Mais il y a un point qui n'avait pas du tout été abordé à cette occasion, en fait, c'était le poids du carbone et de l'impact carbone de la construction dans le cadre de la RT 2012. Tout d'abord, ça peut peut-être valoir le coup de se repositionner un peu de quel est l'impact réel du carbone dans le domaine du bâtiment et de la construction. Je me suis amusé à regarder quelques sources complètement différentes les unes des autres. Vous voyez que Calcia nous dit que les gaz à effet de serre produits par le domaine de la construction représentent 20%. Le ministère de la Transition énergétique nous présente 25% dans certains documents. Dans d'autres documents, ce ministère nous parle de 23%. Le Data Lab, qui est le commissariat général au développement durable, nous parle de 28%. Et Saint-Gobain, groupe dont je fais partie, parle de 40%. Mais là, c'est une mesure plutôt au niveau mondial. Donc comment est-il possible d'avoir autant de données différentes pour un sujet aussi prépondérant? Donc je me suis livré un petit calcul, en fait, j'ai recalculé l'impact de toutes les différentes phases de la construction pour essayer de reconstituer ce bilan que je vais vous proposer. Tout d'abord, il faut savoir de quoi on parle. En fait, on parle de scope quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de la construction. Pas que dans le domaine de la construction, mais dans le domaine de la construction, ici, le scope 1, ça concerne en fait tout ce qu'on consomme quand on chauffe, quand on amène de l'eau à la bonne température ou qu'on ventile un bâtiment. C'est ce qu'on va appeler le scope 1. C'est souvent celui dont on parle quand on vous dit que le bâtiment, c'est 20% des gaz à effet de serre en France. Souvent, on ne parle que du scope 1. On oublie de dire que cette énergie, il a fallu aller forer, il a fallu aller chercher du pétrole, il a fallu transporter ce pétrole et il a fallu le transformer en énergie. Ça, c'est le scope 2, c'est la première partie des gaz à effet de serre et des effets indirects des gaz à effet de serre. Et vous verrez que c'est une part importante. Et puis le scope 3, vous allez voir qu'il a une très forte actualité dans la RE 2020. C'est en fait les gaz à effet de serre liés à la fabrication des matériaux de construction et des équipements qui sont mis en œuvre, équipements par exemple de chauffage dans la construction. Quand on met bout à bout tous ces scopes, donc le calcul auquel je suis arrivé, il n'a pas une vertu scientifique, hein, c'est mon calcul, mais je me suis basé sur uniquement des sources, bien sûr, tout à fait officielles. Si je le mets dans un ordre chronologique, donc je commence par le scope 3, je commence par bâtir, vous voyez que la partie des gaz à effet de serre, des matériaux et des équipements, c'est à peu près 7% des gaz à effet de serre en France. 6% pour le fait d'aller forer, transporter et transformer une matière première en énergie. Et ensuite, cette énergie, je vais l'utiliser dans mon bâtiment. Et c'est les fameux 20% qu'on voit partout. Quand on met tout ça bout à bout, on arrive déjà à 33%. Comme vous êtes vous-même des bâtisseurs, l'emplacement de la construction a un impact important parce que les trajets domestiques entre le travail et le domicile ou l'école et le domicile vont eux-mêmes générer des gaz à effet de serre. C'est la partie jaune. C'est ce que j'appelle les trajets domestiques. Au total,
avec mon calcul, j'arrive à dire que grosso modo, le secteur de la construction et du bâtiment en France, c'est 38% des gaz à effet de serre de notre pays. Je vous rappelle que Saint-Gobain parlait de 40% au début, au niveau mondial, vous voyez que les ordres de grandeur se rapprochent. La RE 2020, elle a donc pour but de décarboner la construction et l'énergie qu'on va mettre en œuvre dans ces bâtiments. Pour ça, elle utilise 4 leviers. Le levier du confort d'hiver, du confort d'été, de l'énergie et du carbone. Bien évidemment, la dernière partie, le carbone, c'est la grande nouveauté de la RE 2020. Et c'est ce que je vais développer tout particulièrement. Alors pour y arriver, quels sont les apports de la RE 2020 ? On s'y met. Pour le confort d'hiver, en fait, la RE 2020 renforce à une exigence en fait, de renforcement de la performance du bâti, ce qu'on appelle le B-bio, donc le besoin bioclimatique. Je vais y revenir juste après pour vous l'expliquer. Pour le confort d'été, on parle désormais d'un confort d'été. Pour lutter contre l'inconfort d'été, on essaie de limiter en fait, le nombre de degrés heure. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment se calculent les degrés heure. Pour la partie énergie, on va reprendre une notion qui était présente dans la RT 2012, qui est le CEP, donc consommation d'énergie primaire. Et la RE 2020 va être encore plus exigeante sur le CEP qu'elle ne l'était dans la RT 2012. Et enfin, la grande nouveauté, la mise en œuvre d'un impact construction, un impact CO2 en termes de construction, c'est le point que je vais tout particulièrement développer. Allez, très vite, sur la partie du B-bio. Le B-bio, c'est grosso modo votre maison avant même que vous y ayez mis du chauffage. Donc, la compacité du bâtiment, l'orientation de ses ouvertures, son isolation thermique et sa perméabilité à l'air. Une fois qu'on a dit ça, en fait, le B-bio, dans la RT 2020, dans la RE 2020, pardon, il est d'environ 30% plus exigeant qu'il ne l'était dans la RT 2012. C'est un ordre de grandeur, ça dépend de la taille et de la forme des bâtiments. Pour la partie énergétique, on parle du CEP. Donc le CEP, la consommation d'énergie primaire. Alors, petite subtilité et petite nouveauté, c'est la partie de droite. La partie de gauche, c'est les consommations, en fait, le seuil maximal d'énergie qu'on a le droit d'avoir dans un logement, ici une maison. La nouveauté, c'est que maintenant, l'ARE 2020 nous donne en plus une exigence d'avoir une partie non renouvelable maximale. Si je fais la différence entre une énergie, un total d'énergie et une énergie non renouvelable maximale, la différence entre les deux, c'est tout simplement le taux minimum d'énergie renouvelable qu'on doit avoir dans un logement. Assez bizarrement, la RE 2020 n'a pas défini quel était le taux minimal d'apport d'énergie renouvelable. On aurait pu dire c'est X kWh. Ben non, c'est par différence qu'il faut le faire. Vous avez des énergies maximales, moins des énergies fossiles. La différence entre les deux, ben vous calculez, ou plutôt votre bureau d'études vous calcule quelle est la part que vous devez amener en énergie renouvelable. Troisième point, la partie du confort d'été. C'est une notion pas très bien maîtrisée et assez technique. Alors, on parlait de TIC, température, température intérieure de confort, de mémoire, dans la RT 2012. On parle maintenant de degrés heure. On mesure un nombre de degrés qui dépasse un seuil pendant un nombre d'heures. Et ici, en fait, on prend tous les degrés qui dépassent 26 degrés la nuit et 28 le jour. On multiplie le nombre d'heures pour se dire, cette maison, à cet endroit-là, avec son orientation, voilà le nombre de degrés heure que je vais avoir. Et donc, en moyenne, on est limité à 350 degrés heure par logement dans le cadre de la RE 2020. Pour cela, en fait, il faut travailler pour limiter ça. On va retravailler ce qu'on a appelé tout à l'heure le B-bio. Vous savez, le B-bio, c'est tout ce qui est, on va dire, inactif. Donc, les protections solaires, des parois à fort déphasage, l'isolation du bâtiment, les revêtements extérieurs. Logiquement, j'ai une petite animation, voilà, et la surventilation. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Par exemple, dans les revêtements extérieurs, ça ne parle pas toujours. Là, vous avez un exemple d'un produit Soprema, c'est une membrane d'étanchéité tout simplement qui est blanche. Le fait d'avoir une membrane d'étanchéité blanche par rapport à un toit en zinc gris anthracite, forcément, ça a un impact direct sur le confort d'été. Voilà le genre de solution auquel on peut arriver. Alors moi, je me suis amusé lors de cette thèse à faire quelques comparatifs d'isolants, quelle que soit leur nature, et à comparer leur efficacité et protection au froid. Ça, c'est plutôt bien maîtrisé. J'ai creusé la partie protection contre le chaud. On calcule en fait une notion de déphasage. Alors pour ceux qui aiment les calculs, ils pourront le faire. La formule, elle est indiquée là-haut. Je l'avais calculée, donc je l'ai fait figurer. Et en fait, vous voyez que je me suis amusé avec 2 isolants biosourcés. C'est plutôt d'actualité. De la laine de chanvre et un isolant en fibre de bois haute densité.
Vous voyez que pour ces deux matériaux, on a à peu près la même conductivité thermique, et donc ça donne la même efficacité contre protection du froid. Et pour autant, vous voyez qu'on va du simple au triple dans l'apport en termes de déphasage. C'est-à-dire que vous avez des matériaux qui, selon leur capacité thermique massique et leur masse volumique, peuvent apporter la même protection contre le froid. Par contre, elles n'apportent pas la même protection contre le chaud. Okay ? Pour les plus curieux, il y a un grand tableau que j'ai renseigné là-dedans dans ma thèse professionnelle. La partie la plus importante est celle du carbone. C'est la grosse nouveauté. Le carbone, en fait, il faut l'entendre. Alors, on va parler d'IC. Donc, à chaque fois que vous voyez IC, c'est impact carbone. Et l'impact carbone, dans la RE 2020, il se split en deux parties. La partie énergétique, donc les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie. Et l'autre partie, la production de gaz à effet de serre liée aux matériaux que je vais mettre en œuvre et aux équipements que je vais mettre en œuvre dans ma construction. Donc, pour ça, la partie énergétique, pour commencer. Donc, ce sont donc, les émissions liées principalement au chauffage, ventilation, climatisation et eau chaude sanitaire, la partie gauche. Et la RE 2020, comme vous le savez probablement, a fortement avantagé les sources d'énergie peu carbonées. Je vais vous donner un exemple assez marquant. Je vous ai calculé ici les facteurs d'émission. Donc, c'est en équivalent CO2 d'1 kWh d'énergie finale. Donc, l'énergie finale, c'est celle dont vous profitez dans votre logement, par exemple pour chauffer l'eau ou le logement, et vous le transformez en équivalent CO2. Vous voyez qu'entre, par exemple, un chauffage au bois avec des pellets, un poêle à bois, et du fioul, le ratio, il est à peu près, vous voyez, de 30 grammes, parce que je suis en kilos, donc on va mettre ça en grammes, 30 grammes pour 300 grammes. Le rapport, il est de 1 pour 10. Mais si je me mets sur des énergies, on va dire, un peu plus classiques, je compare de l'électricité de chauffage, allez, on va dire 0,8, comparé à du gaz butane, vous voyez que le rapport, il est toujours de 1 pour 3,5. Donc autant vous dire que dans la RE 2020, il n'y aura plus de logement maison individuelle RE 2020 avec une seule chaudière à gaz. C'est la fin de la chaudière à gaz dans la RE 2020. Voilà, vous en avez l'explication au travers de ce petit schéma. On a vu les impacts carbone dans le domaine de l'énergie. Voyons maintenant les impacts carbone dans la partie des matériaux et équipements, qui est la partie que je connais un petit peu mieux. Donc, premier point, il y a un impact positif des matières premières secondaires. Qu'est-ce que c'est que les matières premières secondaires? Alors, mes collègues vont vous parler principalement de ça. C'est tout ce qui peut être réinjecté en termes de recyclage ou de réemploi dans la construction. Par exemple, quand on fait de la laine de verre dans une usine iso-verre, on peut monter actuellement entre 40 et 50% de réemploi des bouteilles de verre que l'on va collecter le samedi à côté de chez soi. Et on peut encore augmenter cette proportion. Plus on mettra d'intrants comme ça recyclés, plus on aura ces matières premières secondaires, plus le bilan carbone de notre construction va baisser. Et puis, bien évidemment, on a un très fort essor des matériaux biosourcés et géosourcés. Je vais vous en parler juste après. Mais juste avant de développer ça, il faut quand même savoir comment est-ce qu'on mesure l'impact CO2 d'un matériau. Alors, pour ceux qui sont un petit peu habitués à ça, la méthode, c'est celle de l'analyse de cycle de vie des matériaux. On part de l'extraction des matières premières, on fabrique ces matériaux, on calcule l'impact carbone de leur transport, de leur mise en œuvre, et des 50 ans à peu près de leur vie dans la construction. L'analyse se fait sur une cinquantaine d'années. Ça, c'est la méthode. L'outil, c'est la FDES. La fiche de données environnementale et, ça y est, j'ai oublié, sanitaire, à chaque fois je veux dire sécurité, ou pour les équipements, la PEP. Là, en l'occurrence, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis une laine de bois, pardon, de 100 mm. En fait, là, on voit l'impact réchauffement climatique CO2. Donc ça, c'est un extrait sur la base IGNES. Tout le monde peut aller consulter. Vous allez par marque, par produit, et vous allez pouvoir mesurer le poids carbone de chacun des matériaux que vous mettez en œuvre dans votre construction. Donc, vous avez la méthode, vous avez l'outil, mais il y a un point qu'il faut prendre en compte, c'est que la RE 2020 a fait un choix assez radical. C'est celui de prendre, il y avait deux ACV possibles, deux analyses de cycle de vie. Celle qui a été retenue, c'est l'ACV dynamique. Qu'est-ce que c'est que l'ACV dynamique? C'est en fait le fait de dire que plus un matériau émet tardivement son carbone, plus son impact va être faible dans la construction. On pourrait se dire pourquoi? À la limite, on s'en fiche. Un bloc de parpaing, il émet son CO2 au moment où je le fabrique. Le bois, il va émettre son CO2 quand? Au moment où il va être soit brûlé sous forme de pellet, peut-être de 100 ans après, ou à un moment où le bois va se décomposer. Donc on peut se dire, dans tous les cas, ça émet du gaz à effet de serre. Et non, c'est pas pareil.
Parce qu'en fait, les gaz à effet de serre, ce qui nous pose un problème, c'est l'accumulation de ces gaz. Et donc, plus l'accumulation sera tardive, plus l'émission des gaz à effet de serre sera tard, mieux ce sera pour le réchauffement climatique. Et donc, on parle d'ACV dynamique parce qu'on prend donc la notion de temporalité dans l'émission de gaz à effet de serre. Comme le bois garde sur lui son petit bilan carbone et qu'il ne le libère qu'au moment de sa destruction, forcément, c'est plus profitable en termes d'impact carbone. Voilà pourquoi on met en avant principalement les produits biosourcés et géosourcés dans la RE 2020. Bon, pour la partie d'intensification de recours aux matières premières secondaires, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les grandes marques, je vous ai donné un exemple ici de Knauf, de Placo, d'Isover ou de Soprema, mettent en œuvre des solutions de recyclage sur les gros chantiers. Là, c'est carrément les fournisseurs industriels qui mettent à disposition des moyens de collecter ces matériaux-là. Ça, c'est pour les gros chantiers. Mais pour le sujet qui m'intéressait moi, qui est plus la maison individuelle, en fait, on est en train de mettre en place des solutions qui sont nouvelles avec nos clients. C'est des solutions, vous voyez, à l'échelle d'une maison individuelle, des solutions en fait de tri, et on va pouvoir comme ça donner une deuxième vie à des matériaux qui auparavant partaient dans des bennes de DIB, donc de mélange en déchetterie. Désormais, en fait, on peut leur donner une deuxième vie. Et donc, ils vont pouvoir rentrer dans d'autres chaînes de production à venir. Le point sur lequel vous avez souvent entendu parler, c'est les matériaux biosourcés. Alors, il y a deux types en fait de matériaux. Il y a les matériaux géosourcés et les matériaux biosourcés. Géosourcés, ce sont ceux qui sont d'origine minérale. Leur particularité, donc, alors, ils ne sont pas très nombreux. Hein. Il y a la terre crue. Là, on voit un essai de projection de terre crue qui est mené, une expérimentation qui est menée notamment par Saint-Gobain, ou bien de la pierre sèche. Très peu d'impact carbone dans leur transformation. Il y a peu besoin d'énergie pour les transformer. Ils ont donc un faible impact CO2. Mais surtout, on voit surtout la diffusion d'énormément de matériaux biosourcés. Hein. Les isolants biosourcés, c'est à peu près une croissance de 30% depuis 5 ans. Donc ça marche très très bien. Ils sont d'origine végétale ou animale. Donc le bois, le chanvre, le lin, la paille, la laine de mouton. Leur particularité, retenez ce nom, c'est qu'ils ont un CO2 biogénique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux-mêmes qui captent leur propre carbone dans l'atmosphère. Et comme ils en capturent une partie de ce carbone, eh ben, dans leur analyse de cycle de vie, c'est excellent, parce qu'on les considère comme étant en fait un petit puits à carbone plutôt qu'un émetteur à carbone. Ce qui leur donne donc un bilan carbone excellent en termes de construction. Leur impact CO2 est donc très faible. Dernier point, l'impact carbone des matériaux et équipements, la RE 2020 a une très bonne idée, c'est qu'elle a prévu des seuils. 4 seuils en 2022, donc mis en œuvre là, depuis le 1er janvier, 2025, 2028 et 2031. Vous voyez que les seuils vont aller de façon à être de plus en plus exigeants. Donc pour l'instant, c'est à peu près finger in the nose, on passe le premier seuil en faisant une maison bien construite RT 2012, on peut assez facilement passer le cap de la phase 2022. Après, ça va aller en se durcissant. Et c'est très bien, parce que ça met tous les industriels en mouvement sur ces sujets-là. En conclusion, pour l'instant, en fait, alors j'ai mis une pièce d'1 euro pour vous dire que j'ai pas pu développer avec vous cette partie-là, mais il y a peu d'impact financier de la RE 2020 jusqu'en 2025. L'adaptation des systèmes constructifs précédents, actuels, de la RT 2012, on arrive à les optimiser. On est entre 5 et 10% de surévaluation du coût du coût de la construction. Alors ça, je vous le dis, indépendamment de ce qui est en train de se passer en ce moment sur le côté conflit ukrainien et surtout hausse des matières premières. Je suis bien placé pour vous dire que là, on est sur des taux d'inflation entre 15 et 25% sur certains matériaux actuellement. Mais l'impact seulement de la RE 2020, c'est 5 à 10% pour la première phase jusqu'en 2025. Les matériaux biosourcés sont nettement avantagés dans la RE 2020. Je vous l'ai expliqué pourquoi, étant donné qu'ils ont un petit stockage biogénique de carbone. Mais pour ça, il faut être certifié FDES. Donc ça ne sert à rien de faire un matériau biosourcé si vous n'êtes pas certifié. La construction au Saturbois a un énorme avenir devant elle, mais à condition que la matière première soit disponible. Et pour les plus curieux, je pourrais vous en parler derrière aussi, mais là on se retrouve sur un manque de matière première assez important pour plusieurs raisons. Les matériaux conventionnels passent le cap de la RE 2020 jusqu'en 2025 sans problème, et surtout, tous les industriels ont engagé une formidable course à la décarbonation de matériaux. Je ne peux pas vous le développer ici, mais c'est absolument incroyable ce qui est en train de se faire. Et surtout, la part des matériaux recyclés et le réemploi
va aller croissante car elle apporte un impact positif dans le cadre de la RE 2020 et c'est ce dont vous parlez mes collègues juste après moi. Merci à vous. Bonjour. Alors je vais vous parler des... Donc moi je travaille chez un bailleur social, je fais essentiellement du logement social. Et donc le thème de ma thèse c'était de travailler sur le réemploi. Vous m'entendez bien? Ouais, ça va. C'était de travailler sur le réemploi des matériaux de construction, sachant qu'on construit essentiellement à Paris et en petite couronne. Donc on est sur un territoire très restreint. Et l'idée c'était de faire de la synergie sur l'ensemble de nos opérations en généralisant des pratiques en fait. Donc je prends la suite de Frédéric. On a parlé de la RE 2020. On voit que la réglementation dans l'historique s'est affinée au fil du temps. 2015, la loi sur la transition énergétique. Et 2020, la loi sur anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Donc l'idée du réemploi, c'est vraiment de travailler sur le fait que les chantiers ne produisent le moins possible de matériaux. Donc je vous ai mis la petite pyramide inversée des différentes phases de traitement des déchets. L'idée c'est d'arriver à ce que les matériaux ne basculent pas dans du déchet justement, mais qu'ils puissent être réutilisés avant d'être qualifiés déchets. Donc c'est la définition même du réemploi. Ça peut être utilisé dans son usage de la même façon que son usage précédent ou dans un usage autre, comme par exemple une menuiserie extérieure qui est utilisée en intérieur. Et sur un certain nombre de projets, on essaye aussi de faire de la réutilisation. Donc c'est des matériaux qui ne partent pas en déchets. Là, c'est qualifié déchets, mais nous, on ne le fait pas partir en centre de tri, etc. Et on essaye de l'utiliser pour d'autres usages. Le but de tout ça, c'est bien sûr de valoriser au maximum ce qu'on produit et de générer le moins de déchets possible et de travailler à un prolongement du cycle de vie des matériaux sur le chantier. Ça, c'était déjà quelques petits chiffres qui n'ont pas forcément été donnés précédemment. C'est la production de déchets du secteur du bâtiment en France. 40 millions de tonnes par an, c'est considérable par rapport à 30 millions qui sont la quantité de déchets ménagers qu'on jette par an. Et vous voyez que 98% de ces déchets qui partent des chantiers, ils sont non dangereux et donc ils peuvent être réutilisables. Deuxième chiffre, là c'est centré sur l'Île-de-France, c'est l'apport des matériaux neufs. Aujourd'hui, ce qu'on consomme en matériaux sur les chantiers en Île-de-France, c'est 25 millions de tonnes par an. Vous voyez qu'en quantité de tonnes par an par habitant, c'est entre 1,9 et 2,2. Et la quantité de matériaux qui est déjà accumulée aujourd'hui en Île-de-France, on est à 0,3 à 1,2. Donc c'est considérable ce qui va se développer comme apport de matériaux, sachant qu'il y a aussi des pénuries actuellement. Donc s'intéresser au réemploi, c'est aussi participer à une autre économie aujourd'hui. Ça, c'est un petit exemple. Sur le territoire de Est Ensemble, c'est une communauté d'agglomération qui comporte 9 communes à l'est de Paris. Ils ont essayé de quantifier sur les 15 ans à venir la production de ce qu'ils vont avoir à faire en secteur d'aménagement. Et vous voyez, en apport de matériaux neufs, ils sont à 3,2 millions de tonnes, alors qu'en démolition et donc en quantité de déchets qui vont sortir de leur chantier, on est à 0,95 millions de tonnes. Et à côté, vous avez à peu près le détail de ce que c'est comme type de matériaux. Donc effectivement, 86% c'est du béton. On est dans les grands ensembles. Hein, donc, et ensuite, vous avez la pierre, la brique, le plâtre, le verre. Et voilà, ça se décline, le bois, l'acier, le PVC. De grandes sources pour faire du réemploi. Là, je passe à la deuxième partie. C'est un peu quelques exemples de ce qu'on a fait soit chez nous, soit sur d'autres bailleurs du territoire parisien. C'est des gravats de béton qui ont été broyés sur site pour être réutilisés sur site. Donc, ils ne sont pas partis.
Ils ne sont pas partis en chaîne ils n'ont pas été éliminés. Et donc, vous voyez à peu près ce que ça donne quand c'est broyé en fin d'opération de broyage. Et ces matériaux-là, ils ont été réutilisés in situ. C'est un local poubelle, là. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 20% de ces matériaux broyés pour refaire du gros œuvre. Il a été réutilisé aussi pour faire d'autres équipements sur le même secteur. Un autre type d'équipement qui fonctionne très bien, sur lequel nous, on est en train de développer de plus en plus, c'est tout ce qui est équipement sanitaire. Ça demande à ce que ce soit déposé soigneusement, retraité, réémaillé, nettoyé. Et en fin d'opération, on a quasiment un équipement équivalent au neuf. La difficulté chez nous, c'est l'approvisionnement d'une grande quantité de matériaux équivalents. Donc ça, c'est nous qui avons l'habitude d'avoir toujours le même équipement dans les grands ensembles. On est en train de diversifier et d'ouvrir à ce qu'on ait différents modèles. Mais là, il n'y a pas de différence entre le neuf et le réemploi. Un matériau qui fonctionne très bien en réemploi, tout simplement, il n'y a plus de stock aujourd'hui chez les revendeurs, c'est la brique pleine. Ce qui vous montre ces photos, c'est que le réemploi, ça demande aussi à avoir des stations de tri sur les chantiers, ça demande du temps, ça demande de la main-d'œuvre. Et donc, effectivement, ce n'est pas la même chose que de faire de la démolition pure, d'où les exigences qu'on met de plus en plus dans nos cahiers des charges par rapport aux entreprises pour qu'on ait des postes qui sont prévus sur place, sur les chantiers, pour faire ces manipulations. Voilà, reconditionner et enfin, on a des choses tout à fait correctes. Là, c'est du carreau de ciment. Alors, sur nos immeubles parisiens, on a énormément de carreaux de ciment et de très bonne qualité. C'est un peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça demande une dépose soignée du matériau, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme on faisait de la démolition comme avant, ça demande de faire passer des corps de métier au préalable, et donc trié et remis en état. Vous voyez le matériau en fin d'opération. Le grès. Alors le grès, pareil, hein, ça demande pas mal de stockage sur place. Mais en réemploi, on voit que économiquement, c'est un matériau qui est très concurrentiel. On parlait tout à l'heure du fait que tout le réemploi, c'est neutre sur le plan carbone. Là, vous voyez que le grès indien, où il y a beaucoup de transport entre-temps, c'est à peu près équivalent, mais il y a le transport en plus. Un petit exemple de réutilisation de pavés sur un mur de soutènement dans le 19e à Paris. Ensuite, ça c'est un matériau que nous on utilise énormément. On a énormément de parquets, d'escaliers, de portes. Donc voilà, ça c'est du parquet raboté, réutilisé. Et je vais vous montrer quelques exemples de réutilisation de bois. Donc ça c'est du réemploi. C'est donc une toiture, des poutres en bois, une ombrière qui a été faite avec des portes de cave de chez nous. Ça, c'est un bardage en bois. Le matériau de base, c'est ce que vous voyez à gauche. C'est des portes palières de nos logements. C'est un bâtiment neuf, hein, et donc il a été réutilisé sur un bâtiment qui était à 50 mètres de notre chantier de démolition. Et ce qu'on fait beaucoup et qui pose aucun problème avec les bureaux de contrôle, c'est tout ce qui est corps d'état secondaire. Donc vous voyez là, c'est du placard, vous voyez du rangement en haut de cuisine au fond, et puis effectivement des bureaux, c'est notre siège. Hein. On a équipé nos bureaux de mobilier en réemploi. Et enfin, de la signalétique, c'est un peu comme les sanitaires, on voyait tout à l'heure, reconditionner, c'est quasiment équivalent au neuf. Donc je pense qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont méconnus dans le réemploi. Le but de ma thèse, c'était au-delà de ces exemples, de généraliser un peu les méthodes pour travailler collectivement sur le réemploi et que ça puisse se généraliser sur l'ensemble de nos pratiques. Donc là, j'ai suivi le fil d'un projet immobilier, les différentes étapes.
Et donc on a essayé de définir des méthodes de travail ensemble pour que ce soit systématisé chez nous. Donc déjà un guide de réemploi pour l'ensemble des chargés d'opération. On a généralisé les diagnostics produits, équipements, matériaux, déchets pour connaître la ressource qu'on avait dans nos bâtiments. On a mis en place, on a modifié le cahier des charges qui est destiné aux maîtrises d'œuvre et qui intègre du réemploi avec des objectifs du côté de la conception. On a développé des marchés de travaux publics où on fait de la dépose soignée avant le chantier de démolition, puisque ce n'est pas vraiment forcément les mêmes entreprises qui font ce genre de choses. Sur nos appels d'offres travaux, on a développé des critères de jugement et on a mis des clauses dans le CCAP travaux incitatives avec des pénalités. On a missionné un AMO pour faire tout le suivi des déchets, tout le suivi de nos matériaux pour avoir des bilans en fin de chantier carbone. La charte chantier propre qui a été remaniée en incluant le réemploi. On a développé des lieux de stockage. Alors on passe essentiellement par des plateformes, mais dès qu'on peut, sur nos chantiers, on les identifie en amont du chantier et c'est une contrainte qu'on donne aux entreprises de maintenir un site où on dépose des matériaux. Et ensuite, en fin d'opération, on évalue le coût du réemploi par rapport au devis des entreprises et on fait le bilan carbone de chaque opération. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on voit que même si l'entreprise peut être très moteur, c'est essentiellement un sujet territorial. Et donc, on a vraiment besoin de travailler sur des circuits d'approvisionnement et sur des espaces beaucoup plus larges et interprofessions pour développer des lieux de stockage, pour développer des savoir-faire. Donc c'est beaucoup de synergie entre acteurs, beaucoup d'actions de formation, de vulgarisation et d'explication. Et puis on voit de plus en plus à Paris et en Ile-de-France se développer des filières de réemploi. Donc je pense que ça va monter de plus en plus chez un certain nombre d'acteurs. Voilà. Au cours de ce travail sur en tout cas pendant cette formation et sur le master, le sujet que j'ai travaillé est parti à partir de deux questions issues de deux maîtrises d'ouvrage. Donc une première maîtrise d'ouvrage privée qui me demandait en tant qu'acteur de l'industrie du verre quelles étaient vos capacités à traiter le recyclage du vitrage. Ensuite, j'ai été sollicité par une deuxième personne, maîtrise d'ouvrage public, et dans le cadre d'un programme de rénovation, résidentielle, quelle était votre capacité à réemployer les vitrages dans ce type de programme. Donc je suis parti, je me suis appuyé de recherche et en même temps d'expérimentation. Et j'ai articulé mon sujet autour de piliers d'exploration et de dimensions. Donc le premier, c'est une dimension sociale, à travers le confort, la santé et le bien-être, que représente le matériau du verre. Ensuite, à travers la dimension environnementale, à travers les ressources et les fiches déclaratives environnementales et sanitaires. La dimension économique, au travers de la réglementation des filières et acteurs et à partir de la technique, la dimension technique concernant l'industrialisation et la numérisation et la construction digitale, le BIM. Il était intéressant lorsque j'ai commencé à faire mes recherches et à travailler avec les différentes personnes que je sollicitais, c'était de rétablir la définition de certains termes dans les échanges. Donc, principalement la déconstruction. Donc, la déconstruction, c'est un démontage sélectif d'installations techniques et de certains éléments d'une construction afin de valoriser les déchets et de réduire les mises en décharge. Le réemploi.
Là, c'est une mise en œuvre dans une construction d'éléments, de matériaux provenant d'une construction antérieure. Ici, à travers l'exemple défini, on voit le siège du Conseil de l'Union européenne, composé de 3000 châssis de fenêtres qui ont été récoltés par les États membres et qui ont participé à la reconstruction de cette façade. Et la troisième définition, c'est le recyclage. C'est le recyclage en boucle fermée et de manière intègre à travers différents acteurs et différentes étapes à partir du chantier avec des collecteurs, des démanteleurs et ensuite l'intégration de la matière, du matériau transformé en matière pour l'intégrer dans l'outil industriel. Donc à travers comme je le disais tout à l'heure, donc c'est à travers les 4 dimensions sur lesquelles je me suis appuyé. C'était des dimensions qu'avait développé Jean-Christophe Vizier du CSTB et de l'ADEME lorsqu'il a commencé à travailler sur la réglementation environnementale 2020. Et donc j'ai repris son concept pour en tout cas développer mon sujet. Donc concernant le confort, le bien-être, je me suis appuyé sur une phrase en tant qu'architecte de Le Corbusier, c'est que le verre dans la construction est le matériau aux multiples qualités, sachant que le verre est un vecteur de la lumière, et la lumière est une matière. Concernant les dimensions environnementales, je me suis appuyé sur le travail d'un collectif d'architectes qui ont travaillé sur une exposition qui s'appelle Matière grise, où ils ont interviewé plusieurs acteurs concernant leur vision et leur point de vue sur justement les matières grises dans les principes de la construction. Donc avec évidemment la réutilisation, les recyclages qui constituent l'un des grands défis dans l'acte de construire. Et ensuite, concernant la dimension économique, nous sommes aujourd'hui soumis à 3 réglementations majeures que sont la réglementation environnementale 2020, le décret tertiaire et la responsabilité élargie du producteur concernant les fabricants de matériaux. Et du point de vue de la dimension technique, c'est l'évolution de l'activité industrielle en passant par différentes étapes pour arriver aujourd'hui à la phase de l'industrie 4.0 au travers de la base de données. Donc concernant la déconstruction, nous sommes dans un gisement concernant le vitrage qui a un potentiel de 200 000 tonnes de verre plat à travers différents types de matériaux du bâtiment que sont le verre et la fenêtre. Aujourd'hui, pour répondre sur la question du recyclage, Saint-Gobain a la capacité, à travers son procédé de récupération de calcin issu de la déconstruction, de réduire l'impact carbone dans le poids du vitrage. C'est-à-dire qu'on réduit, en réintroduisant le calcin issu de la déconstruction, on réduit de 300 kg carbone équivalent. On passe de 500 kg à 200 kg par ce procédé de réduction du moins. Ça permet de réduire dans un premier temps la matière première qui est le sable et en même temps le fait de réintroduire du calcin issu de la déconstruction, ça permet de réduire le poids carbone du matériau. Concernant le réemploi, je me suis appuyé sur le travail de Raphaël Ménard qui était patron d'un bureau d'études TES. Il avait pour mission de travailler sur la restructuration de la circulation de Beaubourg. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré les vitrages de la chenille de l'escalator de Beaubourg. Et donc à travers cette récupération, il a établi des scénarios. Donc les scénarios sont des cas d'usage, donc à travers soit des expositions temporaires ou sinon des exemples de serres agricoles dans le cadre d'une réutilisation. Aujourd'hui, ces vitrages ont été récupérés pour établir des salles de réunion dans un espace de coworking. Dans une étape de scénario que j'ai essayé d'imaginer, pour arriver à cet arbitrage autour du recyclage et du réemploi,
je suis parti sur l'idée d'établir en fait une traçabilité digitale au moment de la reconstruction, au moment de la fabrication du vitrage. Donc cette traçabilité permet d'établir un scénario lorsqu'on installe le matériau, et en même temps ça permet de définir et d'établir l'analyse du cycle de vie de ce matériau. Et en parallèle de ça, on le combine avec une maquette numérique qui permet en tout cas dans cette maquette numérique d'établir l'information depuis la fabrication et également la base de données sur les performances de ce matériau. Je me suis appuyé aussi sur un travail assez intéressant. C'est un chercheur qui a établi un algorithme qui permet en fait de scanner des vitrages issus de la construction. Et donc à partir de ce scannage et de cette base de données établie au niveau des formes sur les éléments de vitrage issus de la déconstruction, il propose en fait des scénarios par rapport aux formes de vitrage pour établir des formes de bâtis. Donc c'était assez intéressant aussi d'établir ce type d'exemples et d'expérimentation. Ensuite, j'ai voulu aussi exprimer, c'est un collectif d'architectes hollandais, CPZ, qui établissent dès le départ, dès la conception, un scénario en tout cas de projet d'opération où le projet est pensé de manière démontable et réutilisable. Donc c'est-à-dire que à travers ce procédé, ils établissent à la fois des systèmes constructifs qui permettront soit d'établir un scénario de réutilisation ou de recyclage à travers l'analyse du cycle du matériau. Et enfin, à travers toutes ces expérimentations et toutes ces recherches, je me suis dit qu'il serait intéressant peut-être d'établir un logigramme qui permettrait, à travers une blockchain, de mettre en relation tous les acteurs de la construction, c'est-à-dire du donneur d'ordre jusqu'à l'installateur, en passant par le fabricant de matériaux, établir en fait l'information du matériau pour pouvoir scénariser le scénario soit de la déconstruction, du moins soit du recyclage, soit du réemploi. Voilà un petit peu sur le sujet sur lequel j'ai un peu travaillé, à travers un matériau qu'on peut adapter bien évidemment sur différents types de matériaux, et surtout l'idée c'est développer le génome du matériau. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous présenter ma thèse développée donc, dans le cadre du Master Immobilier Bâtiment Durable en 2021. Alors je l'ai développée sur le réemploi des gros équipements techniques. Alors certes, c'est un petit peu éloigné de mon poste de directrice de la gestion des actifs immobiliers, mais in fine pas tant que ça, puisque dans le cadre d'un projet de restructuration d'un de nos actifs sur Paris, on s'est retrouvé avec des équipements relativement récents et on s'est dit c'est quand même dommage de ne pas savoir quoi en faire. Et donc au travers de cette thèse, je me suis posé la question de quoi faire de mes gros équipements techniques. Qu'est-ce qu'un gros équipement technique ? Dans mon immeuble, on s'est intéressé plus particulièrement à l'ACVC, donc le chauffage, la ventilation, la climatisation. Donc j'en profite, j'ai 2 groupes froids au air, j'ai également des dry coolers qui sont relativement récents. J'ai également, alors pas forcément des ascenseurs neufs, mais en tout cas on a des pistes pour réutiliser un certain nombre de pièces. Et j'ai également du courant fort avec des transformateurs et une armoire électrique. Alors contrairement à la responsabilité élargie du producteur du bâtiment qui est nouvelle, les équipements techniques répondent à la REP des 3 E, les équipements électriques et électroniques, qui eux, depuis déjà un certain nombre d'années, obligent les fabricants à des processus de réutilisation ou de revalorisation. Néanmoins, à compter du 1er janvier 2023, ces mêmes fabricants vont avoir l'obligation d'avoir 2% de leur équipement qui soit réemployable. Alors réemployable, ça veut dire quoi au niveau des gros équipements techniques ? L'ADEME, dans le cadre d'un rapport à l'export, a défini 3 catégories. Une qu'on connaît tous, l'occasion, le seconde main,
c'est le bon coin, tout simplement. Il y a également le reconditionnement et la remanufacturation. Je vais vous développer ces 3 points-là pour ensuite vous faire un petit parallèle avec le BIM. L'occasion, c'est tout bête, c'est une nouvelle utilisation de l'équipement sans modification de son état et sans modification de sa garantie. On a tout simplement un équipement qui est dans un bâtiment A qu'on va aller transférer dans un bâtiment B. Et ce bâtiment, ça peut être au sein d'un même patrimoine, où typiquement les institutionnels, les propriétaires fonciers ou d'autres bénéficient d'un patrimoine. Ils ont des équipements techniques, ils peuvent se poser la question, en cas de restructuration chez Pierre, je peux peut-être aller alimenter Paul par rapport à un certain nombre d'équipements. Ça nécessite de mobiliser les acteurs qui interviennent au quotidien avec nous, que sont les property managers, donc les gestionnaires de nos actifs qui ont de la data, de la connaissance de notre patrimoine et également les mainteneurs multitechniques. Alors bien évidemment, il y a la problématique de la disponibilité du produit. On n'est pas forcément dans les mêmes chronologies, mais néanmoins, avec les blockchains et avec la possibilité d'interférer avec les acteurs, on peut avoir un suivi facile des équipements pour les réemployer ailleurs. Les risques sont relativement maîtrisés puisqu'on intervient au sein d'un même patrimoine. Le coût, il n'y a pas celui de l'équipement, mais vous devez regarder ce que va coûter le dépose, le stockage et éventuellement le transport. On peut aussi faire la même chose au sein d'un patrimoine différent. Là, on a recours éventuellement aux fameuses plateformes que vous connaissez, CycleUp, anciennement Bacassia, mais également aux boosters du réemploi ou Circolab, ou tout simplement, puisqu'on se connaît tous, on transfère les informations et on voit si ça peut servir éventuellement les autres patrimoines. Il y a un faible coût d'achat comparé à du neuf. Et ça a effectivement une petite interrogation, mais elle peut être levée en mobilisant également nos mainteneurs multitechniques, en ayant une traçabilité du suivi de l'état de l'équipement avec un carnet d'entretien. Et je pense que cette solution peut intéresser bon nombre d'acteurs qui ont la contrainte de maintenir à bout de bras un certain nombre de leurs immeubles, qui, outre les solutions d'acheter du neuf, peuvent se dire de l'occasion, ça peut nous aider puisque ça peut être une solution rapide à un besoin urgent ou une solution temporaire en attente de restructuration. On a aussi l'occasion, avec un recyclage ou reconditionnement, cette fois-ci on a toujours notre équipement, mais au lieu d'aller dans un autre bâtiment, on ne sait pas trop où il va, puisqu'on fait intervenir là des démolisseurs et des cureurs qui, eux, ont une délégation totale de la gestion du curage. C'est un moindre coût pour nous parce que finalement, quand on fait intervenir un cureur, lui, dans son prix, il va intégrer la valorisation de l'équipement qu'il va réemployer ou revaloriser ailleurs. L'impact un petit peu négatif, c'est qu'on ne sait pas où, donc on a une moindre traçabilité au niveau du suivi des équipements. Le second, c'est le reconditionnement. Là, c'est un processus où on remet l'équipement en état de fonctionnement, quasi neuf ou meilleur que neuf, sans changement significatif, mais ça, c'est fait par une filière de reconditionnement. Sur les équipements techniques, on n'en a pas trouvé beaucoup. Sur la plateforme Opalis, vous avez essentiellement tout ce qui concerne les groupes électrogènes ou les équipements professionnels de cuisine. Mais on a néanmoins trouvé le tiers reconditionneur pour les équipements frigorifiques. Alors, ce n'est pas à côté, c'est aux Pays-Bas. C'est AOSHES BV qui fait ça. C'est une structure qui, depuis 15 ans, exerce vraiment spécifiquement sur les équipements frigorifiques. Ils ont une expérience reconnue en la matière. L'impact carbone, là, au niveau de la mobilité, est à discuter puisqu'ils sont aux Pays-Bas. L'intervention, elle est assez simple. Ils déposent eux-mêmes les équipements, ils les repassent sur leur propre banc. Ils ont la possibilité d'améliorer l'équipement technique en fonction de la performance que vous souhaitez. Et en plus de ça, on a fait l'exercice donc sur la restructuration que j'évoquais tout à l'heure. Ils sont capables de reprendre, alors certes à un coût qui n'a rien à voir avec le coût du neuf, mais au moins il y a un petit gain espéré. Le seul petit bémol qu'on n'a pas encore maîtrisé, c'est le coût de démontage de l'équipement, parce qu'en fonction de là où il est, on ne peut pas le sortir en totalité, on est obligé de le démonter, de le ressortir. Donc ça, c'est aujourd'hui la question que l'on a. Au niveau de l'assurance, figurez-vous qu'AOSHES BC est capable de garantir pendant 3 mois l'équipement. Alors, ce n'est pas la garantie du
du constructeur, mais c'est au moins une garantie. Et si jamais on passe par un de ces installateurs agréés, il peut aller au-delà de cette garantie de 3 mois. Et là encore, on peut cibler un marché de seconde main avec une volonté d'avoir peut-être un petit peu plus de garantie sur l'équipement. Ça permet de répondre à un besoin urgent de maintenance. En 3 mois, ils peuvent vous sortir l'équipement tel que vous le souhaitez. Et également répondre à un besoin temporaire en attente de la restructuration d'un immeuble. Donc ce qu'on s'est aperçu, c'est que Ange parlait tout à l'heure du fait que le réemploi, c'est dans un bâtiment neuf, mais aussi le réemploi, ça peut être quelque chose, une solution dans un bâtiment existant, dans le cadre d'une problématique temporaire ou urgente. Et là, il y a un marché à développer, puisque si on se parle tous aujourd'hui, il est certain que même si on n'a pas forcément l'équipement à proximité à fournir, il y a une demande à un moment donné qu'on pourra certainement rencontrer. Le dernier sujet, c'est celui de la remanufacturation. Et là, on passe à un autre step, celui des fabricants, où là, c'est le fabricant lui-même qui vient intervenir sur la machine qu'il vous a vendue, qui le remet sur ses bancs, et non pas ses bancs de production, mais ses bancs de remanufacturation, pour délivrer un équipement remis à un niveau de performance identique, voire meilleur. Alors là, ça nécessite de mobiliser les fabricants avec un changement de business model qui n'est pas encore effectif, mais ils y réfléchissent. Et on introduit là la notion de valeur d'usage ou de la valeur de fonctionnalité, le leasing. In fine, on sera peut-être plus propriétaire de l'équipement, juste pour une durée. Le fabricant viendra le reprendre pour le remettre ensuite sur ses chaînes de fabrication. Là, l'intérêt, c'est qu'il n'y a plus aucun frein au réemploi. L'équipement est réestampillé par le fabricant. La seule problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans la construction, on n'a pas ce type d'interlocuteur. On le voit, vous pouvez le lire là. Il y a un certain nombre aujourd'hui d'équipementiers, de fabricants qui le font, notamment par exemple Valeo. Donc aujourd'hui, le réemploi sur des bâtiments existants, c'est tout à fait possible. Ça nécessite une forte mobilisation des acteurs, de se parler entre nous. Et ce qui va nous aider, c'est aujourd'hui, vous avez un procédé qui est développé sur le territoire européen par une quinzaine d'intervenants. Digital Déconstruction, vous pouvez aller les voir, ils sont ici au niveau du stand I90. Ils ont développé un système qui impacte 3 modules, plus une technologie existante. Le premier module, c'est un scan 3D développé par BeamY qui permet d'aller réaliser un nuage de points sur un bâtiment existant, d'y intégrer un certain nombre de données, notamment les données des objets présents sur place. Avec ce scan de nuage 3D, on l'insère ensuite dans un BIM réversible développé par GT Lab. Ce BIM réversible, lui, va avoir cet objectif de mieux connaître les caractéristiques du bâtiment, de définir les liens entre les différentes composantes du bâtiment, et ce faisant, plus il y a de liens, plus il y a potentiellement des difficultés à déconstruire, et ça permet de préciser, vous le voyez là dans la maquette, les indices de réemployabilité des composantes du bâtiment. Donc on va savoir dans un bâtiment qui n'a pas forcément été construit pour ça, quels seraient les potentiels de réemployabilité des équipements. À cela, ils ont ajouté un 3e module qui est un passeport numérique, le CIRDAX, développé par Block Materials. Et ce passeport numérique, c'est la carte d'identité des composants. Ça vous permet de dire ce que c'est, dans quel état c'est et combien il y en a dans l'immeuble. Et à terme, lorsque vous rentrerez dans CIRDAX les données du secteur, vous pourrez aussi avoir une valorisation de composants réemployables et éventuellement, s'il n'est pas revalorisé, le coût de sa mise en déchet ou de son enfouissement. Et le dernier bloc, c'est que tout ça, ça rentre dans une blockchain pour avoir la traçabilité de l'équipement et partager, comme l'avait indiqué Ange dans son logigramme, cette information avec l'ensemble des acteurs. Merci de votre attention.